Bonjour à tous et bienvenue dans IDEA en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro hors promo et sans limite de temps. Car nous pensons qu'en cette période de crise, leurs idées sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, nous recevons Yves Béard. Après une enfance passée sur les rives du lac Léman, il part en Californie achever ses études. Séduit par l'effervescence de la Silicon Valley, il commence à travailler pour ces grands acteurs comme Apple ou Hewlett-Packard. En 1999, il fonde son studio Fuse Project à San Francisco et impose la figure du designer dans les grands projets de l'électronique et de l'informatique. Depuis, il n'a cessé de rendre la technologie plus humaine, plus discrète, plus respectueuse de la nature. Mais pour commencer, nous lui avons demandé comment il avait traversé cette année complexe entre Covid et élection présidentielle. Donc, il y a un an, j'étais ici à San Francisco, quand on a reçu l'ordre de rester chez soi. Certains l'avaient anticipé, certains qui étaient trop optimistes comme moi pensaient qu'on n'allait pas passer par là. Donc, ça a immédiatement changé. On était relativement bien préparés chez Fuse Project et on est très habitué à la collaboration partout dans le monde, mais ça a été une adaptation très vite sur comment on travaille, comment on fait des brainstorms, comment est-ce que on fait des maquettes, etc. Et en même temps, on a aussi commencé à travailler sur des projets sur le Covid, plusieurs projets d'ailleurs, parce qu'il y avait un besoin d'appliquer notre créativité à résoudre des problèmes. Et alors, du coup, à quel type de problème vous vous êtes attaqué ? Tout d'abord, on a soutenu une organisation qui a fait la première vaccination en masse de résidents d'un petit village qui s'appelle Bolinas au nord de San Francisco. Donc, en faisant un website, en comprenant comment faire en sorte que les gens prennent des rendez-vous et le fassent, et ça a été un succès. Ensuite, on a fait une série de posters éducatifs et d'informations éducatives. Et ensuite, on a travaillé sur un ventilateur avec Mass General, l'hôpital, Massachusetts General. Et on a développé avec eux, avec l'aide du corps de médecins, un ventilateur qui peut être assemblé en 4 heures, qui coûte moins de $1,000. Et est-ce que dans la façon dont vous travaillez, également, il y a des choses qui ont évolué cette dernière année ? Ça a beaucoup évolué dans le sens où c'est une expérience unique dans la vie d'un designer avec un studio comme moi qui a 75 personnes, qui a un endroit d'énergie, de culture, d'échange, un endroit social. C'est vraiment on a une culture très forte chez Fuse Project. Et de tout d'un coup, d'avoir cette culture qui devient 100% virtuelle, ça a été forcément un très grand changement. Et puis, comme la grande question, c'est comment est-ce qu'on maintient quand même cet esprit de famille, cet esprit de soutien, de support, qui est très important, qui a été très critique vraiment cette dernière année. Comment est-ce qu'on applique nos valeurs et notre culture d'une façon virtuelle? Donc, ça a été une grande question ça a évolué à travers l'année, ça c'est très sûr. Et aujourd'hui, vous diriez que vous êtes sur un autre type d'activité. Est-ce que vous avez changé votre activité un an plus tard ? Je dirais que c'est l'activité qui a changé, dans le sens où on a plus de clients et de partenaires qui sont dans la médecine, qui sont toute la notion de téléhealth, télémédecine a vraiment pris ça s'est accéléré en tout cas de 10 ans depuis cette dernière année. Tout ce qui est sur AI, Artificial Intelligence, la médecine, la robotique, considère vraiment le design comme un élément critique de l'expérience. Donc, on a plusieurs, je dirais, partenaires différents et je pense qu'il y a une accélération claire dans la médecine à distance. Beaucoup de différents éléments de ça. Très bien. En fait, le problème de l'écologie au sens large. Et d'abord, je voulais savoir si le fait de vivre en Californie, qui est une
une région qui a à la fois des atouts énormes en termes écologiques, mais aussi des problèmes et des crises très graves. Est-ce que ça forgeait un sens de l'écologie particulier? Je pense que pour moi, ça fait 20 ans que je suis ici à San Francisco. L'une des grandes attractions, l'un des éléments qui fait de cette ville un endroit vraiment unique, c'est l'environnement naturel, que ce soit l'océan, que ce soit les forêts aux alentours. Il y a 200 parcs à San Francisco pour une ville de 900 000 habitants. Donc, c'est une ville très verte, tournée vers la nature, et ce qui, en fait, est une grande partie de la vie d'un Californien, d'être dehors et dans l'environnement. Donc oui, il y a certainement eu, de ces 20 dernières années, je dirais, des clairs signes que l'on voit, dont on a des expériences. Et plus récemment, forcément, les catastrophes, les incendies, ces 3 ou 4 dernières années, d'une façon consécutive. Je dirais que c'est impossible de vivre en Californie, de ne pas avoir ce sens écologique et aussi de penser qu'il y a beaucoup de choses à faire et très vite. En quoi ça a influencé votre pratique et en quoi ça l'influence aujourd'hui, ou qu'est-ce que ça a changé ces 4-5 dernières années dans votre pratique du design? Dans notre pratique du design, je dirais que ça fait une quinzaine d'années que l'on est très impliqué dans différentes initiatives qui ont à voir avec l'environnement, que ce soit d'une façon palliative ou de restauration, comme le travail qu'on fait avec The Ocean Cleanup en ce moment, ou que ce soit vraiment des approches commerciales, mais qui sont axées sur la réduction. C'est d'ailleurs l'un des chapitres de mon livre qui s'appelle Reducing, qui montre différents exemples d'où le design, les décisions qui sont faites très tôt dans le design influencent les résultats finaux au sens de projets low carbon, de projets recyclables ou biodégradables. Les décisions du designer sont critiques là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots l'opération que vous avez montée avec Ocean Cleanup? Oui, alors avec Boyan Slat, le fondateur du Ocean Cleanup, puisqu'ils sont en possession de beaucoup de plastique qu'ils ont sorti de l'océan, c'est important de penser à ce que l'on va faire de ce matériau. Et nous avions 2 buts, en fait, ensemble. L'un, c'était de créer un soutien, un support, de pouvoir donner accès, en fait, à ses fans et à ses supporters, l'accès à un produit, un objet, un statement de Ocean Cleanup. Le second but, c'était de démontrer que ces plastiques que l'on jette, ces matériaux que l'on met à la poubelle tous les jours, ce sont des matériaux précieux, ce sont des matériaux avec lesquels on peut faire des choses belles, des choses fonctionnelles, et donc de démontrer que c'est trash to treasure, que ces matériaux-là ne devraient pas se retrouver dans l'océan, tout d'abord. Donc, ces 2 buts nous ont fait réaliser, en fait, le premier produit, c'est des lunettes de soleil, dont 100% des matériaux sont issus de l'océan, à 100% des efforts du Ocean Cleanup. Très bien. Et il y a un autre angle dans votre travail qui se destine à l'écologie, c'est également la station sous-marine que vous avez développée avec Fabien Cousteau. Oui, ça c'est un projet fascinant, c'est un projet très important puisqu'on connaît que 5% de l'océan, donc 95% sont encore à découvert. Et d'avoir une station sous l'eau, c'est un rêve que l'on a souvent en tant qu'enfant. C'est des choses qu'on a vues se réaliser, mais je dirais de façon plutôt temporaire dans les années 70. Et c'est aussi un besoin énorme scientifique. Donc, avec Fabien Cousteau, sa vision de créer ce laboratoire international basé sur certaines des idées de la Station spatiale internationale et d'inviter justement la participation d'universités, de gouvernements sur des recherches qui sont faites sous l'eau, donc à 60 pieds sous la surface. Et donc, de la même façon que la Station spatiale internationale, cette station accueille donc des scientifiques et du public et donc possède un design très particulier. Hein, c'est ça ce que vous avez prévu pour la station?
Oui, les matériaux et les technologies qu'on a aujourd'hui nous permettent de vraiment penser à Proteus, cette station de recherche sous-marine, de façon nouvelle. Donc, on a vraiment été très, très conscient des besoins de ces chercheurs, de ces scientifiques qui sont sous l'eau pour des périodes longues et les besoins psychologiques et physiques pour être justement productif et pour que ce soit un endroit agréable où les gens veulent retourner. Donc, on a vraiment été très axé là-dessus, ce qui nous a en fait donné une idée d'une station sur 2 étages, un étage plutôt consacré à la recherche avec un sous-marin qui a accès à cette région-là, et un second étage qui est beaucoup plus la communication avec les écoles et le public, un esprit communautaire. Ces 2 volumes sont très, très bien éclairés, ont un élément unique qui est une série de pods, une série d'additions que différents laboratoires ou différentes fonctions peuvent être ajoutées à Proteus. Et ça permet donc une flexibilité et ça permet aussi d'avoir différents teams avec des outils scientifiques uniques et des éléments qu'on peut rajouter dans le futur. Et là où en est le projet actuellement? L'année passée, on était censé aller faire une reconnaissance à Curaçao avec le gouvernement de Curaçao. Donc, il y a un site extraordinaire que le gouvernement là-bas nous donne, en fait, pour cette initiative. Mais malheureusement, dû au Covid, on a dû repousser les voyages et les plongées de reconnaissance et le survey. Mais dès que Curaçao s'ouvre, les premières reconnaissances et la recherche sur le site sera faite. En fait, on se trouve aujourd'hui dans une espèce d'urgence écologique qui est à peu près reconnue partout. Et je me demandais pourquoi les industriels n'en prennent pas compte plus rapidement. Quels sont les obstacles en fait à la transition écologique aujourd'hui? Oui, c'est une question qui m'ennuie, à laquelle je pense souvent. Qui doit prendre l'initiative? Est-ce que c'est l'industrie ou est-ce que c'est les gouvernements ou est-ce que c'est le consommateur? Ce que j'ai vu ces dernières années, c'est que c'est surtout le consommateur qui demande, qui veut clairement que leur consommation soit plus consciente. Ça veut dire moins de déchets, des packaging simplifiés, des matériaux qui soient issus de sources éthiques et qui ne se retrouvent pas dans l'océan. Donc, pour moi, ce que je vois, c'est que l'industrie réagit justement à cette conscience que le consommateur a, est en train de réagir plus que certainement que je l'ai vu il y a 10 ans. Donc, j'ai les bons espoirs. On a des beaux projets sur le packaging, complètement le repenser, par exemple. Et pour moi, c'est toujours de pouvoir faire des projets comme ça qui changent vraiment l'expérience et qui résolvent aussi les problèmes de déchets, les problèmes écologiques. C'est très, très important. Vous travaillez aussi beaucoup avec l'industrie technologique qui elle aussi a des gros problèmes à la fois d'obsolescence programmée, de sourçage des matériaux. Comment vous arrivez à faire passer ce message et comment vous y prenez pour que la high-tech prenne conscience de toutes ces problématiques de design? Je pense que là aussi, c'est vraiment une poussée des gens. Il y a une conscience comme quoi de changer son téléphone, de le jeter chaque année. Ça n'a aucun sens. Là aussi, je dirais que le designer a un rôle très important à jouer. Il y a une statistique qui m'anime et dont je veux que tout mon team soit très conscient, c'est que 80% des décisions écologiques sur un produit sont faites pendant la période design du développement. Pendant cette période design, les designers ont une voix, ont beaucoup à dire, beaucoup à proposer et je pense que c'est cette opportunité que l'on doit prendre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'acteurs du high-tech qui ont pu modifier leur design grâce à votre impulsion? Quand on a inventé les Bluetooth speakers, pour la première fois, on a proposé les upgrades par over the air, firmware upgrades. En fait, au début, ils étaient câblés, ensuite over the air. Et on a démontré, par exemple, 8 mois, 9 mois après le lancement de la Jambox, qu'on pouvait augmenter le son, que le son, on
on avait amélioré notre software, nos algorithmes, et on arrivait à sortir plus de sons et plus de basses de notre enceinte. Donc ça a été une révélation pour les gens, comme quoi un produit peut continuer à évoluer et être pratique, relevant, plusieurs années après son lancement. Mais il y a d'autres exemples plus concrets. Quand on a travaillé avec Puma, par exemple, sur la boîte de chaussures, ça a été vraiment le premier projet en packaging qui a diminué les matériaux d'une façon très, très effective. Ou par exemple, quand j'ai travaillé pendant des années avec SodaStream, forcément, c'est un projet qui diminue l'utilisation des bouteilles en plastique. Donc, fondamentalement, c'est un projet qui diminue les déchets de cette consommation. Mais on a aussi pris une décision comme quoi on n'allait pas peindre les unités. Donc, les produits de SodaStream étaient tous peints et on sait les problèmes de la peinture industrielle, de l'eau, de la pollution, etc. Et donc, c'est une décision qu'on a prise comme quoi les matériaux eux-mêmes, que ce soit le métal ou le plastique utilisé sur ces produits-là, on verrait sa couleur, sa teinture interne. Donc, c'est des petites décisions comme ça dont on ne parle pas, mais qui peuvent faire une différence sur des dizaines de milliers à des dizaines de millions de produits. Bien sûr, oui. Alors, il y a aussi une caractéristique de votre travail dans la technologie, c'est l'effacement de la technologie, qui peut être aussi une autre façon de rendre les choses plus durables et plus pérennes. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'un exemple? Alors, il y a un exemple qui est assez frappant, c'est celui de The Frame, peut-être. On peut peut-être revenir sur cette télévision que vous avez développée pour Samsung en forme de cadre. Voilà, c'était peut-être un premier pas dans cette direction. Absolument. Pour moi, la technologie est pas là pour nous distraire. Notre vie contemporaine souffre des distractions d'une technologie par laquelle on se sent utilisé pour nous vendre des choses, pour nous garder sur des plateformes le plus longtemps possible. Et pour moi, la technologie, au contraire, devrait être plus discrète, devrait nous permettre de développer nos propres idées. Et ça a été le cas de Frame, puisque une télévision éteinte, depuis le début, depuis les années 40-50, une télévision éteinte, c'était une télévision noire, puisqu'elles sont devenues de plus en plus grandes, puisqu'elles prennent de plus en plus de place dans notre environnement de la maison. C'est pas forcément ce que l'on veut voir, c'est pas forcément un cadre noir éteint, ce que l'on veut chez soi. Et donc, cette idée de camouflage, de camoufler cette télévision, mais avec de l'art, avec des musées, des galeries qui aujourd'hui font du frame, donc l'accès à l'art, fait du frame la plateforme digitale la plus large au monde pour l'art. Donc, The Frame, ça a été vraiment une histoire folle d'amener un projet complètement nouveau, complètement inédit chez le plus grand fabricant au monde de télévision, Samsung. C'est vraiment une histoire de design qui est devenue l'une des marques, l'un des produits qui a le plus de succès à travers le monde pour Samsung. Et puisqu'ils ont lancé des nouvelles déclinaisons récemment, c'est la preuve que c'est un produit qui doit bien fonctionner. Absolument. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je vois des images, mes amis m'envoient des photos de leur maison, de leur appartement. C'est complètement personnalisé puisque le cadre peut être acheté en différents matériaux et justement l'art, que ce soit de la photographie, de la peinture, ce que l'on représente sur nos murs est quelque chose aussi de très personnel, de très qui fait partie de notre découverte de qui on est. Donc, ça a été vraiment un changement important, je crois, dans la décision que les gens prennent justement d'acheter un produit comme ça, un produit électronique. Alors, il y avait une autre tentative de Samsung de s'adresser à des designers, c'était la Serif, donc des Bouroulek, qui prenait un parti pris totalement opposé, c'est-à-dire de redonner de l'épaisseur et de la visibilité. Quel regard vous portez sur ces deux télés côte à côte? On a beaucoup échangé d'idées avec les Bouroulek. Je pense que c'est deux projets tout à fait complémentaires dans le sens où le Serif est une sculpture et The Frame est une peinture pour moi. Mais tous les deux, justement, fonctionnent très bien ensemble, font partie de la même collection d'ailleurs chez Samsung et justement présentent
cet objet de tous les jours, la télévision, avec un regard nouveau. Mais ça a été très bien justement d'échanger, de voir les différentes idées. De temps en temps, je me suis senti comme faisant partie du même team, donc c'était plutôt sympathique. Et pour en revenir donc à la transparence de la technologie, vous avez aussi récemment continué dans cette voie, je crois, notamment avec une serrure connectée, c'est ça qui a été sorti récemment en Europe? Oui, donc il y a 8 ans, j'ai été cofondateur de August Smart Lock, qui a été vraiment la première serrure connectée à un prix, je dirais, avec une installation facile. Et donc, on a lancé ce produit aux États-Unis et au Canada, en Australie, parce qu'il y a moins de types de serrures différentes. Et le gros challenge en Europe, c'est qu'il y a des centaines de différents types de serrures à travers les différents pays d'Europe. Donc, ça nous a pris plusieurs années de développer avec notre partenaire maintenant, Yale, de développer justement une serrure universelle qui fonctionne de la Suède à l'Afrique du Sud, en passant par la Turquie et la France. Le produit s'appelle Linus et c'est le premier Smart Lock de August qui va fonctionner à travers toute l'Europe. Et donc, quand on arrive chez soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir ses clés, la porte s'ouvre toute seule, c'est ça? C'est le principe de la serrure connectée? Oui, c'est l'un des features qu'on a développé il y a 8 ans et qui était un moment magique. J'arrive devant chez moi, de chercher dans mes poches, de chercher mes clés ou de même chercher mon téléphone portable. C'est pas l'idéal. Donc, on a un feature qui s'appelle Auto Unlock. Et quand je suis à 50 cm de ma porte, la porte s'ouvre automatiquement. Et donc, c'est l'une des expériences, mais de savoir qui vient et qui va, de pouvoir donner les clés à des amis pour qu'ils puissent rentrer sans problème, de pouvoir faire tout ça d'une façon digitale sur son téléphone portable. Je dirais que c'est une révolution dans un type de mécanisme, la serrure avec la clé, qui date il y a 2000 ans. Effectivement. Vous êtes engagé dans énormément de projets, tous très différents, qui va du design de produits au design graphique en passant par l'UX. Je me demandais, est-ce que le meuble est quelque chose qui vous intéresse encore? Est-ce que vous continuez de dessiner des meubles? Absolument, je dessine des meubles, je dirais presque tous les jours. Ça fait partie du vocabulaire du design, mais c'est vrai que moi, on base nos travaux sur une diversité importante qui passe de la technologie à l'objet, au meuble. Je dirais que le meuble, c'est certainement une passion. Notre chaise avec Herman Miller, la Sail, est une très, très belle aventure. C'est une chaise, je dirais, à un prix très attractif, mais de Herman Miller avec les conforts et les matériaux et les garanties qu'on attend et qui se retrouve vraiment à travers le monde, partout, ce qui est aussi l'une des récompenses du designer, c'est de voir son travail partout. Et donc, je crois que vous avez travaillé notamment avec Danese et Milano. Et je voulais que vous me disiez quelques mots sur Enzo Mari, qui était une des figures de cet éditeur également, et qui, je crois, vous est cher également. Absolument. Enzo Mari, ça fait partie de ma vie. Ça fait aussi beaucoup partie de la vie de mes enfants, puisqu'on avait des posters de Enzo Mari dans leur chambre quand ils étaient petits. On avait certains de ces puzzles en bois. Mais j'ai aussi certains des meubles de Enzo Mari. Pour moi, c'était un regard naïf et beau et révolutionnaire tout en même temps. Et donc, c'est un travail qui régale, c'est un travail qui nous fait sourire, mais qui a aussi je dirais, une profondeur d'esprit, une philosophie, une politique importante. Donc Enzo Mari prenait une certaine simplicité dans le travail du design. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez? Est-ce que vous dessinez avec des crayons ou est-ce que vous avez un mode de fonctionnement 100% digital? Pour moi, ce qui a toujours été important avec mon team, c'est de pouvoir échanger des idées et d'échanger beaucoup d'idées, de les échanger vite. Et aujourd'hui, faire des dessins à la main, c'est le sketching, comme on l'appelle ici, c'est absolument essentiel. Donc,
Je dessine tous les jours. Pour moi, c'est l'un des moments que j'adore dans le design, qui ne vieillit jamais. C'est justement de prendre des idées de son cerveau et de les mettre sur le papier, de les échanger avec des gens autour de soi. Donc, on travaille beaucoup sur le dessin d'abord et le digital, forcément, fait partie du process de design, ainsi que de faire des prototypes, d'utiliser certaines machines en 3D, par exemple, 3D printing et d'autres variations de ça. Donc, en fait, c'est une pratique qui va des outils traditionnels jusqu'aux outils complètement nouveaux. Donc là, votre studio Fuse Project, ça a récemment fêté ses 20 ans. Et je voulais savoir où vous vous imaginiez, vous, dans 20 ans, en 2041, comment vous imaginez à la fois vous en tant que designer et ensuite votre studio Fuse Project? 20 ans, ça paraît beaucoup, ça paraît long, mais en design, quand chaque projet est une autre innovation, une autre étape, c'est court. Et donc, dans 20 ans, j'imagine d'être un designer classique, encore en train de dessiner, encore en train de construire des choses, encore intéressé par ce qui est différent, par ce qui change. Et donc, j'aimerais beaucoup continuer. Et je pense que c'est pratiquement impossible pour un designer ou un architecte d'être à la retraite. Et vous sortez donc un livre et je voulais savoir qu'est-ce qui avait été moteur dans votre envie d'écrire ce livre, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message à travers ce livre? J'avais envie de dessiner un livre, de designer un livre qui raconte des histoires, qui ne soient pas des descriptions de projets, simplement une façon de présenter des projets comme s'ils étaient déjà finis avant qu'on les ait commencés, mais plutôt de faire participer le lecteur, de le faire participer dans le projet lui-même, dans les découvertes, dans les prototypes, les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, comment est-ce qu'on a appris, comment est-ce que les idées se sont formées autour de ce projet. J'avais envie d'écrire un livre qui soit plutôt pas forcément basé sur le résultat, mais sur l'histoire de cette création. Et donc, ça s'appelle Designing Ideas. C'est vraiment sur le processus du design et sur les petites histoires amusantes, intéressantes, quelquefois dramatiques autour de ces projets-là. Bon, ben, très bien, on a hâte de le lire. Ça sort bientôt, c'est ça? Ça sort cet été et c'est avec Thames & Hudson. Thames & Hudson, ok. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup Yves du temps que vous nous avez consacré. Merci à vous. J'ai vu que vous avez fait beaucoup de ski récemment. Je ne sais pas si c'est encore la saison ou si vous étiez rentré à San Francisco. Je suis à San Francisco en ce moment, ouais. Mais le ski, la saison était plutôt bien et je sais qu'on a de la chance. Donc, oui, mais malheureusement, on en profite puisqu'on est dans une région où on peut encore skier et faire du surf. Bon, eh ben, écoutez, j'espère qu'il y aura encore quelques occasions pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous Jean-Christophe. Au revoir. Au revoir.